Bienvenue pour cette exploration de documents assez stimulants sur la création de richesses par le trading. Oui, des sources qui, on peut le dire, vont un peu à contre-courant de certaines idées reçues. C'est ça. Elles remettent en question l'investissement passif, le fameux acheter et conserver. On va essayer de décortiquer ensemble cette approche différente. Tout à fait. La perspective ici, elle est clairement, elle se démarque. Elle pose la question de l'efficacité du buy and hold aujourd'hui en se basant sur les analyses présentées. D'accord. Et ça commence par quoi alors, selon ces textes? Pas par la technique, j'ai l'impression. Non, justement, avant tout, c'est la mentalité qui est mise en avant. Penser long terme. Long terme, c'est-à-dire années, décennies. Exactement, pas en semaine. Et aussi, point crucial, assumer la responsabilité de ses résultats, bons ou mauvais. Ah oui, ça change la donne par rapport à une approche plus passive, où l'on suit juste un indice. C'est ça. Il y a cette distinction forte qui est faite, tu vois, entre une vision à court terme et une perspective vraiment étendue dans le temps. Mhm. L'idée, c'est que ça modifie complètement la façon de réagir au mouvement du marché. Et l'autre grand principe mentionné, c'est la simplicité. On cite même Einstein. Oui, aussi simple que possible, mais pas plus simple. C'est un avertissement, en fait. Contre quoi? Contre la surcomplexification. Exactement. Une stratégie trop complexe, elle risque de ne pas tenir la route face à la réalité, souvent chaotique des marchés. La simplicité est vue comme une force. D'accord. Et cette simplicité, elle explique peut-être pourquoi il critique le buy and hold? En partie, oui. Les documents suggèrent que cette stratégie passive, elle n'est plus aussi sûre qu'avant. Il donne un exemple. Oui, celui du S&P 500 entre 2001 et 2012. Globalement, l'indice a stagné sur cette période, malgré de grosses variations. Donc, rester passif, ce n'était pas forcément la meilleure option selon cette analyse. Ok, je vois. Donc, si on met de côté le passif, qu'est-ce qu'il propose à la place? Du trading plus actif? C'est ça. L'idée, c'est de chercher à capter le potentiel des tendances, même à court terme, haussière ou baissière. Pour générer des gains, même si le marché global fait du surplace en somme. Voilà. Essayez de prendre ce que Baruch appelait le tiers médian d'un mouvement. Pas le début, pas la fin, mais le cœur de la tendance. Et pour repérer ça, il préfère l'analyse technique, c'est bien ça, l'étude des graphiques. Oui, clairement. Jugé plus direct, plus collé à l'action des prix que l'analyse fondamentale qui, elle, est décrite comme potentiellement fastidieuse. Mais là aussi, j'imagine, on retrouve l'idée de simplicité. Absolument. Le conseil, c'est pas 50 indicateurs sur l'écran. En maîtriser quelques-uns, c'est suffisant. Et les utiliser de manière non conventionnelle, c'est mentionné aussi. Ça reste un peu vague, non? C'est un peu flou, oui. L'idée générale, je pense, c'est surtout de ne pas faire exactement comme la majorité pour espérer avoir un avantage. Sortir un peu du lot. D'accord. Mais il y a un point sur lequel les sources insistent encore plus, on dirait. Ah oui, et c'est capital. La gestion du risque. C'est martelé. C'est peut-être même plus important que la méthode elle-même. La priorité absolue, c'est de protéger son capital. Exactement. D'où la règle simple, jamais plus de 2% du capital risqué sur une seule opération. Pour pouvoir continuer à trader même après une série de pertes, qui sont inévitables d'ailleurs. C'est ça. On ne peut pas gagner à tous les coups. L'important, c'est qu'une perte ne nous mette pas KO. Et ils donnent un exemple de technique concrète pour gérer ça, j'imagine? Oui, il parle du free trade, une transaction sans risque une fois qu'elle est bien partie. Comment ça marche? On entre avec un stop loss, une sécurité. Si le marché va dans le bon sens, on remonte ce stop au niveau de notre point d'entrée. Ah, d'accord. Du coup, à partir de là, même si ça se retourne, On ne perd plus l'argent initialement risqué. On a sécurisé le trade, en quelque sorte. malin. Ça permet de laisser courir les gains potentiels avec moins d'angoisse. Voilà. C'est une manière de gérer l'émotionnel aussi. Mais attention, même avec ça, Oui? les sources mettent en garde contre les pièges classiques, ceux qui font échouer la majorité. La peur, l'avidité, j'imagine. C'est ça. Laisser les émotions décider, suivre les gourous ou le troupeau. Et surtout, avoir des attentes complètement irréalistes. Genre penser devenir riche en 2 mois ou gagner sur chaque trade. Exactement, ça c'est décrit comme la recette parfaite pour l'échec. Il faut accepter que perdre, ça fait partie du jeu. C'est essentiel pour la discipline, la patience. Indispensable, selon ces textes. Bon, si on essaye de résumer un peu cette exploration, on a une approche qui mise sur quoi? Une mentalité spécifique. Oui. Responsabilité. Vision longue. Mhm. La simplicité dans les outils techniques. Mhm. Une gestion du risque, vraiment au premier plan. Mhm. Et puis, des tactiques comme ce free trade, pour être actif sur les marchés. C'est une bonne synthèse. Et il y a une dernière question, un peu plus philosophique presque, soulevée par les sources. Ah oui,
Laquelle? T à motivation profonde. Pourquoi vouloir trader au fond? Intéressant. Oui, définir son pourquoi, ses vrais objectifs de vie, c'est présenté comme crucial pour tenir sur la durée, pour garder la discipline, la persévérance. Une question importante, effectivement, qui dépasse la technique pure. Ça invite à une réflexion personnelle. Tout à fait. Une introspection nécessaire pour qui veut s'engager sérieusement dans cette voie.